Capitaine, je capte une anomalie spatiale à environ 1 million de kilomètres. Merci, enseigne. Lieutenant Marina, prenez le relais et dites-nous de quoi il s'agit. Bien, capitaine. Les senseurs semblent indiquer la formation d'un tunnel transdimensionnel. Je n'arrive pas à voir la signature qui... Essayez d'ajuster les capteurs BK Alpha, lieutenant. Cela fonctionne. Quelque chose va sortir du vortex. Ce sont les Borg! Alerte rouge. Levez les boucliers secondaires et tertiaires. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Resistance is futile. Visez le cœur du cube avec les torpilles transphasiques. Je vise. Feu! Ils les ont évités et ils nous tirent dessus. Passerelle à l'infirmerie. Nous avons des blessés, venez immédiatement. Lieutenant, refaites un tir de torpille. Bien, capitaine. Le cube est détruit. Ordinateur, fin de la simulation Z-57. C'était pas mal, lieutenant, vraiment. Mais n'oubliez pas quand même que la défense d'une station spatiale, ça ne se gère pas comme celle d'un vaisseau. Alors, je sais que c'est pas un test facile, mais avec un peu d'entraînement, à mon avis, vous allez avoir votre examen et le capitaine Manu vous donnera bien le poste tactique. Merci, commandeur. Je suis venu de Bajor uniquement pour avoir ce poste. Ne vous inquiétez pas, je vais bûcher mon examen. Parfait. Alors, ne le dites à personne, mais voici un petit fichier qui devrait vous aider dans vos révisions. Sometimes I worry that you have forgotten who you are. We do not. You can't do it alone. You need help. You need protection. You need a crew. Be the captain they remember. She has no idea what she truly is. She's the end of all. She's the destroyer. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable partout et relayé par superpouvoir.com. Alors attention, ce podcast est forcément spoiler et si vous n'avez pas encore commencé la série, je vous invite à écouter l'épisode 0 qui vous donnera une liste d'épisodes à voir ou revoir pour bien entrer dans la nouvelle série. Déjà, le 2e épisode est sorti et nous allons analyser ça avec notre équipe de choc. On va commencer par le capitaine de la base, j'ai nommé Manu. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Le Romulin relou de service, Romain Brami. Salut tout le monde. Ou Romulanais, on sait pas. Romulien. Le Romulien. Et enfin la lieutenant Marina qui devrait avoir réussi son examen, non capitaine, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le verdict? Ça reste à voir encore, on n'est pas sûr. Eh ben, bonjour à tous. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet avec le résumé de Marina. Alors, aujourd'hui l'épisode s'appelle Maps and Legends. Pour résumer sans spoiler, Dahj, la jeune fille venue demander l'aide de Jean-Luc Picard, se révèle être la fille de son vieil ami Data. Mais elle meurt brutalement assassinée par des Romulans. Picard mène alors l'enquête pour résoudre son meurtre et les raisons de l'implication des Romulans. Sa quête le mène à demander l'aide de Starfleet pour retourner dans l'espace. En parallèle, nous suivons la sœur jumelle de Dahj, qui se trouve à bord d'un cube Borg contrôlé par des Romulans, dont le mystérieux Narek. The past is written, but we are left to write the future. Hold on. Alors, donc du coup, on commence par une petite zone sans spoiler, où on va parler un peu donc de ce qu'on a apprécié dans les grandes lignes de l'épisode, et ensuite, on rentrera directement dans le dur du sujet, dans la zone spoiler. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode dans les grandes largeurs, Marina? Mais en fait, j'ai aimé que presque toutes les scènes adressent des conflits moraux et humanistes. En fait, c'est du pur Star Trek, avec un peu d'action. Voilà. Mais ce que j'ai aimé, c'est les conflits moraux, les discussions. Et dans chaque scène, en fait, il y avait le pour, le contre, des personnages qui avaient pris des voix, qui n'étaient pas forcément... les bons, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise voix, mais chacun a une approche différente. Et les personnages s'affrontent à travers des dialogues qui parfois sont très très bien écrits. En fait, est-ce que le conflit moral
Est-ce que et du Star Trek ou pas, on se souvient que Gene Roddenberry pensait que l'humanité avait résolu ses conflits et qu'il ne devait pas y en avoir à bord de l'Enterprise, par exemple. Mais en fait, sans conflit, il n'y a pas de ressort dramatique nécessaire pour faire avancer l'histoire et permettre à ces personnages de se dépasser. Donc en fait, il y a eu beaucoup de... NextG était notamment connu pour adresser de nombreux conflits moraux, notamment est-ce que Data est une personne, est-ce qu'il a le droit à être considéré comme un humain. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé toutes ces scènes et cette thématique que j'ai retrouvée dans tout l'épisode. Après, le traitement des synthétiques, moi j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ils sont traités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne parle pas de robots, même si à un moment il y a une référence aux robots. Il y a un vocabulaire bien spécial pour parler d'eux. Et tout le monde a son vocabulaire pour parler des synthétiques. Il y a Fellow Abomination, The Machine, The Thing, des mots qui sont très très violents. Et je trouve que voilà, la série adopte un point de vue très intéressant pour ça. Je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de références à des classiques de la SF. Les scènes sur Mars, pour moi, c'est du Total Recall ou du The Expanse, de très très bonne qualité. Il y avait aussi une référence à Ghost in the Shell. Moi, ça m'a beaucoup surprise, mais agréablement, c'est-à-dire qu'il y avait des références, mais c'est jamais lourd, c'est bien amené, c'est voilà. Et aussi, je trouvais que le mystère s'épaississait, donc on apprend plus de choses, mais il manque toujours des éléments. Quel rôle joue Bruce Maddox dans tout ça? Dans le précédent podcast, Manu avait fait référence au MacGuffin. Je trouve que c'est tout à fait ça, parce qu'il revient et on sait toujours pas... On en parle tout le temps. Ouais. On en parle tout le temps, donc c'est le MacGuffin, voilà. Et toi, Manu? Eh ben écoute, moi encore très satisfait de cet épisode. Je trouve qu'il est dans la lignée du premier. C'est marrant, Marina, que tu parles de Gene Roddenberry et de son avis sur Starfleet et les conflits, parce que moi je pense qu'il aurait détesté la série. Il aurait déjà détesté Discovery et il détesterait probablement Picard, parce que forcément lui, je pense qu'il a créé la série en ayant vécu les guerres du Vietnam, la guerre froide aux États-Unis. Mais qu'il n'a pas vécu les 20 dernières années et ce qu'est devenu la Terre et les différents conflits territoriaux, moraux qu'on a pu avoir. Donc ouais, je pense qu'il détesterait. Pour autant, ça décrédibilise pas pour autant la série. J'ai trouvé très bon cet épisode. Alors je vous disais que ma scène préférée de la série pour l'instant, dans le dernier podcast, était l'interview du premier épisode. Ici, j'ai aussi particulièrement aimé le face-à-face avec l'amiral, dont on reparlera tout à l'heure, mais parce que ça nous repose en fait Picard dans un contexte de Starfleet, que ça soit rétroactivement comment il était vu et dans le présent comment il est vu, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Sinon, ça va être un peu compliqué de développer sans spoiler, donc je garderai le reste de mon avis pour tout à l'heure. Mais j'aime bien la façon dont c'est fait. J'aime que Picard soit entouré et que du coup, malgré le fait qu'il soit vieux, son entourage génère de l'action et que du coup ça marche et qu'il soit pas là à devoir se battre contre une armée potentiellement invincible tout seul, quoi, puisqu'on a des combats encore dans cet épisode et que c'est relativement bien mené. Mais voilà, le petit mode enquête, plus les différentes intrigues qui évoluent en parallèle, puisqu'on suit 2-3 points en parallèle, fonctionne bien pour l'instant. Et rien d'autre à redire. J'ai pas trop d'avis négatifs sur cet épisode. Moi, j'ai que du positif même sur cet épisode, je dirais. Alors, il y a 2 éléments qu'on spoilera un peu plus après, mais j'ai adoré la scène d'intro sur les synthétiques. J'ai trouvé qu'on rentrait dans le dur très 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 vite. C'était vraiment bien fait. En plus, j'ai trouvé les scènes réussies et gênante dans le bon sens du terme. En effet, l'autre grande scène de l'épisode, clairement, c'est ce face-à-face avec Picard et l'amiral et l'amiral de Starfleet, qui, enfin, c'est plus que l'amiral d'ailleurs, c'est le CIC, c'est ça, Non, c'est une amirale de base, hein. Non, moi je crois que c'est le CNC en fait. C'est vraiment enfin, je pense que c'est la plus haute autorité de Starfleet en fait. Et cette scène m'a pris complètement à contre-pied. Bon, si on décide de jouer le jeu du pas spoiler, je dirais pas pourquoi et on en parlera plus tard. Mais cette scène m'a pris complètement à contre-pied. Et une fois de plus, j'ai trouvé l'écriture brillante et voilà quoi. On en parle plus tout à l'heure, mais très heureux de cette scène.
Gardez-en sous le pied parce que justement, je pense que ça va être un des grands points à développer du podcast pour de multiples raisons. Alors, moi, en ce qui me concerne, cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Hein. Comme dit Manu, c'est vraiment de la droite ligne du premier épisode. On aurait même pu les voir d'affilée, hein, limite. Donc vraiment, vraiment très très sympathique. J'ai été aussi assez surpris par pas mal de petites choses. Et dont on va parler, hein, évidemment. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, on prenne vraiment son temps. C'est un peu la seule opportunité finalement dans la franchise où on découvre la Terre à ce point-là. Dans les grandes largeurs, on navigue beaucoup, on se promène beaucoup sur la planète, on voit beaucoup de terriens, donc on voit que y a quand même une manière un peu contemporaine de vivre qui a existé, il y a des modes de vie qui sont un peu similaires, et que tout en étant un peu différents. Donc moi j'apprécie vraiment parce que je me suis toujours dit c'est bien Star Trek, dans Deep Space Nine par exemple on pouvait voir le quotidien de la Fédération, mais c'était dans l'espace. Là on le voit pour la Terre. Alors c'est vrai que du coup pour Star Trek on aime bien Star Trek, ça explore de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations, mais c'est d'un certain côté comme c'est la Terre on l'a jamais vraiment autant vue, ça reste quand même quelque chose d'inédit et de frais malgré tout au sein de la franchise, en tout cas à ce point-là. Et donc du coup, j'ai tout de suite envie de vous parler effectivement de la toute première scène de flashback, et ça, pour ça, comme c'est chaud, c'est encore plus chaud que la zone neutre, c'est la zone spoiler, on y va directement. Red alert! I have an appointment. Your name, please, sir? Picard, P-I-C-A-R-D. It's nice to see you up and around again. We have an obligation to investigate. There is no we, Jean-Luc. Admiral, I am standing up for the Federation, for what it should still represent. This is no longer your house, Jean-Luc. Go home. Donc cette scène d'attaque, donc la première scène donc de l'épisode, c'est une scène post-générique, si je me trompe pas. Donc c'est un flashback qui nous montre justement l'attaque de la planète Mars par les synthétiques. Donc pré-générique, du coup. C'est pré-générique, hein. Ouais, ok. Donc, je sais plus ce que j'ai dit, je suis très fatigué. Ok, pardon, ouais, donc c'est la scène pré-générique, effectivement. Donc, il y a un flashback qui nous montre donc l'attaque de Mars. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, Manu? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors déjà, j'ai adoré voir cette flotte en construction où on nous balance plein de vaisseaux. J'aime les vaisseaux, j'aime voir des flottes. Excusez-moi d'être aussi bas du front, mais j'aime voir plein de vaisseaux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a c'est un peu on parlait du fait qu'on voyait la Terre qu'on voit très peu dans Star Trek. Là on voit des humains qui sont enfin pas que des humains d'ailleurs il me semble, qui sont confinés aux basses besognes et qui sont un peu comme qui sont globalement les humains qu'on a aujourd'hui quoi, qui discutent normalement. Et la brutalité m'a rappelé Battlestar en fait, et l'attaque, le retournement des robots justement, et l'attaque qu'il y a pu y avoir, j'ai trouvé ça assez bien géré. Alors après j'avais très peur à ce moment-là de voir un petit Geordi LaForge dans son vaisseau se faire exploser sa race. C'est pas résolu pré-générique en tout cas. Mais du coup j'étais sous tension toute cette scène personnellement. Et pareil. Et j'ai bien aimé la petite le petit clin d'œil d'appeler que le robot l'androïde qui déclenche tout ça soit F8 parce que ça fait Fate du coup. Et du coup c'est le robot qui scelle le destin des humains sur Mars quoi, et même le destin de la Fédération par la suite. Voilà, c'est le détail un peu lourdeau, un peu très appuyé, mais ça marche. Moi j'ai trouvé cette scène très très spectaculaire en fait. L'image est magnifique de bout en bout et j'ai trouvé que le montage et les plans étaient très dérangeants. En fait, les ouvriers que tu mentionnais, le fait que ce soit des personnages assignés aux basses besognes, moi ça m'a immédiatement fait penser à Total Recall. Parce qu'on se souvient que Quaid est un ouvrier même dans la nouvelle de Philip K. Dick, mais dans le film de Verhoeven. Et ça m'a aussi fait penser à The Expanse, parce que il y a des personnages qui font de la terraformation. Et en fait, pour revenir au robot F8, moi je l'ai trouvé très dérangeant en fait. Son sourire, ses yeux, son attitude, tout est dérangeant et malsain en fait, parce qu'il cherche tellement à singer l'attitude humaine sans qu'elle soit parfaite qu'en fait c'est ça qui est dérangeant, c'est la couleur de ses yeux, son sourire forcé. Une vraie différence avec Data d'ailleurs du coup. Et alors justement, par rapport à Data en fait, je me suis dit mais quelles sont les différences et tout ça, c'est en fait que ça montre la vie qu'aurait eu Data s'il n'avait pas été avec des humanistes à bord de l'Enterprise. On l'aurait traité comme une chose, comme un objet, et comme il était au contact de gens
qui appréciait toute forme de vie, en fait, Data a pu évoluer et a été accepté et a pu grandir. Là, ce personnage, on le traite, on l'insulte sous son nez. Il y en a qui cherchent à prendre sa défense, mais c'est principalement ceux qui l'insultent qui se font entendre. Et après, bon, là, pour revenir à la scène en elle-même, le montage est extrêmement rythmé. En fait, les ouvriers sont tués à bout portant, ils se prennent des coups de phaser en pleine tête. Tout est mené, enfin le montage, la manière dont le robot continue ses missions et tue le mec en le regardant même pas. Tout ça, en fait, j'ai trouvé que la scène était très très bien montée. Et moi, en fait, j'ai été accrochée dès cette scène. Pas parce que il y a une bataille dans l'espace et tout ça, mais parce que le synthétique, en fait, fait fonctionner la scène par son côté bizarre et creepy. C'est un pantin inéluctable, quoi. Il avance et on peut pas l'arrêter, il va jusqu'au bout de son truc, et on se doute évidemment de là où... Bon, on le sait de toute façon, l'attaque de Mars, on le savait déjà avant, et donc on sait ce qui va se passer, et de le voir se dérouler sous nos yeux avec ces pauvres ouvriers qui se doutent de rien à ce moment-là, et qu'on sait qu'ils vont y passer, c'est vrai que la scène est vraiment très très dérangeante. Moi, si je peux rebondir sur un point vis-à-vis du fait d'affecter ces androïdes à des tâches assez ingrates, ça m'a rappelé un épisode que j'avais mentionné dans le podcast 0 de Voyager, du coup, qui est vers la toute fin de la série, qui s'appelle Auteur, où on sait depuis une ou deux saisons, je crois, que alors je sais plus comment ça s'appelle, les IMH, du coup, mais en français, les docteurs holographiques. Ouais, voilà, les docteurs holographiques de première génération ont été réaffectés à des très basses besognes. Voilà, et du coup, on les voit à la fin de cet épisode, on en voit tout un tas qui sont affectés à des mines, justement. Et du coup, qui sont dans des conditions complètement inhumaines. Et quand tu dis, Marina, que ça montre ce qu'aurait pu être Data s'il avait été affecté à ce genre de tâches, bah c'est ça, c'est que ce soit Data dans l'Enterprise ou le Docteur sur Voyager, les deux ont une considération humaine au final quasiment du reste de leur équipage, alors qu'il y a beaucoup de leurs semblables au final qui sont traités comme de la merde, quoi, littéralement. Mais là, c'est affreux, le vocabulaire qui est utilisé, c'est the thing, c'est des objets, des choses, et c'est parce que Picard et Riker considèrent Data comme un être. C'est pour ça que, en fait, on l'accepte aussi. Il y a aussi peut-être une différence, c'est que ces androïdes-là, on ne sait pas quel est exactement leur niveau de complexité. Est-ce qu'ils sont plus comme Before ou est-ce qu'ils sont plus comme Data ? Et c'est peut-être ça qui fait que ils se posent pas plus, ils les utilisent vraiment comme des outils. Moi, je pense qu'ils sont plus à un niveau comme Before, tout simplement, donc un androïde vraiment sans véritable conscience, et c'est ce qui fait qu'ils les utilisent comme ça. Mais en tout cas, ce qui est moi, ce que j'ai noté d'informations importantes dans cette scène, c'est que effectivement ils sont piratés. Ils semblent être piratés, ils ne semblent pas se révolter finalement. Donc il y a vraiment une idée de conspiration derrière qui fait se poser des questions. Je pense que c'est ça en effet. Je pense que c'est une excellente scène d'ouverture qui ouvre des nouvelles interrogations plus qu'elle n'y répond. Alors en effet, déjà il y a ce premier point qu'on s'était posé déjà dans la semaine dernière. Ces androïdes, c'est synthétique. Moi je suis d'accord avec toi pour dire je pense pas que ça soit des data. Je pense que ce sont des versions inférieures qui ressembleraient en effet plus à Before qu'à des data. Ce qui d'ailleurs n'excuserait pas le fait qu'ils soient traités comme de la merde. Exactement. Ce qui est quand même vraiment le cas dans cet épisode. Marina a 1000 fois raison. Et deuxième élément très 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 important, c'est qu'en effet il y a quand même un gros indice qui laisse penser qu'ils ne se sont pas rebellés. Pour faire une comparaison à Westworld, il n'y a rien qui laisse penser qu'il s'agit d'une rébellion des robots eux-mêmes, mais on aurait plutôt tendance à penser qu'il s'agirait plutôt d'un hackage, d'un piratage organisé de ces robots. Donc je pense que ça lance une intrigue qui va être essentielle pour la suite de la série. Et d'ailleurs qui va nous mener donc justement directement sur la scène d'enquête que mène Picard quand il se rend à l'appartement de Raj pour savoir, essayer de trouver des indices, pourquoi est-elle morte, qui l'a tuée, etc. Et il s'y rend avec Laris, donc on va dire / sa domestique gouvernante, je sais plus comment t'avais dit Marina la semaine dernière, Romulanaise, qui mène donc une enquête, et j'ai trouvé que c'était une scène qui était vraiment sympathique. Donc Laris qui est jouée par Orla Brady. Voilà, il fallait que je la place parce que je trouve que c'était une bonne actrice.
Badio, Marina, qu'est-ce qu'on a pensé de cette scène, une vraie scène d'enquête où en fait on a deux scènes à deux moments différents qui se superposent et qui se répondent l'une l'autre et qui font justement du coup avancer un peu l'intrigue et cette idée d'enquête. Ouais, alors j'ai tout de suite pensé à CSI, Star Trek. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, Grissom est remplacé par Laris et en fait j'ai adoré la manière dont les effets spéciaux étaient intégrés dans l'histoire. Mais à aucun moment, ils ne prennent le pas sur l'histoire et la manière dont l'enquête est résolue. Parce que Laris, justement, sait interpréter les indices qui n'ont pas été laissés par les assassins romulanais. Qui ferait partie du Tal Shiar, donc voilà, la branche service secret des Romulans. Donc c'est parce qu'elle sait interpréter les indices correctement et à la manière d'un Grissom, justement, que l'enquête avance. Et que entre l'échange entre Picard et elle, et on comprend ce qui s'est passé. Donc, et très rapidement, en fait, l'histoire de Dahj, qu'elle a racontée à Picard dans l'épisode précédent, est confirmée. Donc, moi, j'ai trouvé les arguments de l'enquête plausibles. Après, toute l'histoire sur le personnel assistant et tout ça, la manière dont elle comprend que son ordinateur a parlé à sa sœur jumelle et tout ça, bon, ça m'a un peu perdue, je dois dire, à un moment. Je suis complètement d'accord là-dessus. Voilà, je veux dire, à un moment, je me suis dit, quoi ? Ouais, c'est vrai. Mais voilà, le montage entre les deux scènes était vraiment super. On sent qu'il y a une volonté de créer du dynamisme par le montage et ces scènes qui se répondent, la manière dont Laris parle du Tal Shiar et du Zadvash. J'ai trouvé que ça apportait énormément de choses. J'ai trouvé, alors je me souviens plus du nom de l'homme, du compagnon de Laris. Zaban. En fait, j'ai trouvé que à chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était soit drôle, soit pertinent. Ça apportait énormément quand elle parle de sa mère qui a entendu parler du Zadvash en buvant une bière et là, lui dit que en fait c'est son père et tout ça. Voilà, il y avait des références comme ça, la référence aux morts, qui sont les seuls à garder réellement un secret et tout ça. J'ai trouvé que voilà, la scène fonctionnait très bien, très efficace et bien écrite. C'est marrant d'ailleurs parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais Picard, Jean-Luc Picard est fan de Dixon Hill, ce célèbre détective, et il joue régulièrement Dixon Hill dans l'holodeck. Et en fait, cet épisode, il a un vrai aspect film noir à l'ancienne. Hein, on croirait un film avec Humphrey Bogart un petit peu. Picard qui mène l'enquête comme ça avec sa fidèle assistante. Et je me suis dit qu'il devait prendre son pied en fait d'une certaine façon parce qu'il vit un peu ce qu'il espérait être dans l'holodeck de Star Trek La Nouvelle Génération. Pour le reste sur cette scène, oui, un peu bidon l'espèce de techno-babble qu'ils utilisent pour nous expliquer comment ils ont retrouvé, enfin cette espèce de piratage informatique là qu'elle fait pour comprendre, on sait pas trop ce qu'elle comprend d'ailleurs, mais par contre j'ai beaucoup apprécié l'introduction du Zadvash, en effet dont Marina a parlé, ce service secret encore plus secret que le Tal Shiar. C'est même une cabale, une espèce de secte. C'est même une cabale, mais d'ailleurs il y a une scène assez drôle où les amis romulins de Picard lui disent non mais tu sais le Tal Shiar on dit que c'est le service secret, mais en fait toute la police était secrète chez Romulus, donc voilà. J'ai trouvé ça vachement malin parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu entendre quand on parlait de l'ex Alman de l'Est par exemple ou quelque chose comme ça quoi. Oui non mais en fait la police elle est secrète de toute façon sur Romulus, et donc voilà, introduction d'une nouvelle police romulaine, une nouvelle police secrète romulaine que j'ai trouvé finalement bien amenée et très très excitante pour l'avenir de la série. Alors moi je suis un peu plus partagé. Alors déjà sur la scène en elle-même, j'ai eu deux réflexions qui reviennent au vote sur le côté Dixie de Picard, ça m'est venu aussi à l'esprit, et sur le fait que j'étais un peu perdu perdu non, mais ça faisait partie des facilités que je mentionnais, que je craignais pour faire avancer l'histoire, des trucs un petit peu racontés à la va-vite, pour que ça passe bien, mais en fait faut pas trop y réfléchir pour qu'on découvre direct que la sœur elle est sur une autre planète quoi. Sinon j'étais un peu perturbé moi par cette pas par l'histoire, enfin le fait en soi que il y ait une organisation secrète derrière l'organisation secrète, parce qu'à la rigueur c'est les Romuliens et on peut se dire ok c'est leur truc, pourquoi pas. Je trouve que c'est amené de façon facile. Je trouve que c'est ah oui au fait je pensais à ça, c'est peut-être bien ça, et puis au final ça va être tu vois que ça va être l'organisation secrète derrière tout ce qu'on va voir dans la série. Je trouve ça un peu facile moi.
Surtout que cette organisation, visiblement, elle aurait une aversion toute particulière pour toutes les formes de vie artificielles, qui est clairement le sujet qui nous occupe d'un coup, effectivement. Donc du coup, ça fait un peu la coïncidence. Et puis, du coup, le sujet en plus intervient à plusieurs endroits en parallèle. C'est un truc dont on n'a jamais entendu parler, mais dont l'existence va être révélée à plusieurs endroits en même temps. Donc c'est la vraie retcon, la petite retcon des familles. Ouais, c'est des procédés scénaristiques avec lesquels j'ai un peu de mal. Puisque on en reparlera dans des épisodes ultérieurs, mais il y a un personnage qu'on verra dans l'épisode d'après qui va, à mon avis, aller dans ce sens-là aussi. C'est pas confirmé, mais ça semble aller dans la révélation d'un autre côté du même truc, quoi. Ce qui est problématique, en effet, c'est que les Romulins aient une sorte de section 31 version romulanaise. En soi, ça fait plutôt sens. Il devrait même en avoir plusieurs. Mais en effet, ce qui est gênant, c'est que d'un seul coup, tu as l'impression que en fait, tout Romulus était au courant du fait que le Zadvash existait. Et là, en effet, je te rejoins, c'est un petit peu facile. Bah, pas vraiment, puisque on sait très bien que notre couple romulanais, ils font partie du Talgiar. Donc, en plus, ils disent à un moment donné que c'est seulement donc les gens de la police secrète qui sont au courant qu'il y a cette autre strate de la police secrète ou secte ou ce que tu veux. Et que du coup, personne ne sait vraiment, malgré tout, quels sont l'objet que recherche ce groupe, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, et que si jamais t'es au courant de la nature même de leur objectif, de leur raison d'exister, tu deviendrais fou, en gros. Alors du coup, moi je propose qu'on garde un peu ce sujet-là pour la partie théorie crafting, parce que moi j'ai une petite théorie et j'aimerais bien vous la soumettre tout à l'heure. Je peux juste dire un truc, c'est qu'on a un thème là, parce qu'on parlait du MacGuffin, qui est donc ce que recherche Humphrey Bogart dans le Faucon Maltais. Et en fait, Romain a parlé d'Humphrey Bogart et en parlant de donc je trouve qu'on a un thème là. Voilà, excusez-moi, c'était juste une digression, mais... Non, c'était très bien, c'était bien vu. Capitaine, on détecte une concentration de tachyons à environ 100 000 km autour de la station. Attendez, et en plus on semble avoir une transmission entrante. Sur écran. Mais c'est moi. Ou plutôt, ce sera vous, capitaine. Vous dans 2 semaines, pour être exact. Heureux de vous revoir sur pied, numéro 1. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-vous, capitaine. Je prends le risque de vous envoyer cette transmission car d'où vous êtes, vous avez pu enregistrer en avance, mais il vous manque quelques infos qui viennent de me parvenir. Ici, le comic book Picard Countdown vient de prendre fin. Numéro 1, vous en parliez dans l'épisode 0, il s'agit du comic book d'IDW, écrit par Kirsten Bayer et Mike Johnson et dessiné par Angel Hernandez, directement lié à l'intrigue de Picard puisqu'il nous présente la dernière mission de l'amiral avant de quitter Starfleet. Comme on vous l'expliquait dans l'épisode 0, les 2 premiers numéros ont montré Picard en visite sur une planète romulaine avec son vaisseau Verity et son numéro 1 Rafimo Seeker qu'on voit dans la série à partir de l'épisode 2 pour tenter de préparer l'évacuation d'une planète alors que la supernova qui va détruire la civilisation romulienne est sur le point d'arriver. Et sur place, ils avaient trouvé une civilisation autochtone mise en esclavage par les Romuliens et dont les Romuliens se foutent totalement et qu'ils n'espèrent pas sauver en fait, ce qui a révolté Picard. Et suite à ça, ils se sont fait emprisonner. Et en fin de numéro 2, Picard et Seeker s'étaient échappés grâce à Laris et Zaban, les 2 Romuliens qu'on voit dans la série qui lui servent d'aide, on va dire, mais qui sont des réfugiés suite à la destruction de leur empire. Donc ils avaient réussi à s'enfuir et d'un autre côté la gouvernesse, la gouverneure romulienne de la planète avait pris le contrôle du Verity. Ici on a un dernier numéro du coup puisque c'était une mini-série en 3 numéros qui vient pas rendre cette mini-série dans l'ensemble exceptionnel puisque bon on n'est pas là pour faire un classique de Star Trek mais plutôt pour nous remettre en condition sur le personnage de Picard et surtout je pense nous montrer le Picard qu'on connaissait avant et les dernières heures du Picard qu'on connaissait avant, puisque la série au final s'arrêtera quelques temps avant l'attaque de Mars. On ne verra pas l'attaque de Mars dans la mini-série et se terminera du coup sur une note beaucoup plus positive. Donc sans spoiler, ce numéro a tendance à insister sur le Picard d'antan, sur son positivisme, sur sa croyance en l'avenir, avec quelques phrases comme il faut jamais considérer que le futur est déjà écrit ou un moment particulier où il vient parler à son numéro 2 du coup qui a laissé l'accès au vaisseau, qui a accepté à bord la gouverneure romulienne avant de se faire piéger sur le Verity
il viendra lui dire que c'est pas parce que quelqu'un a trahi sa confiance qu'il faut arrêter de faire confiance en les gens et qu'il faut continuer à croire dans la nature, dans la bonne nature des gens. Ce qui est un peu aux antipodes de ce qu'on peut voir dans Picard, puisque là, il a compris que que beaucoup de gens sont un peu cons et que jusqu'à Starfleet, ça ne va pas trop. Donc voilà, c'était une bonne mini-série dans l'ensemble, enfin sympathique, pour nous remettre ce Picard en évidence. Aussi pour nous introduire la façon dont Laris et Zaban sont arrivés chez lui. Là, on découvre en fait que ils étaient bien des Dal Shiar et que Zaban avait même pour mission de trahir, et du coup on découvre que les Dal Shiar pensaient que Starfleet mentait sur la supernova à venir et voulait les piéger, et du coup ils avaient pour mission de saboter la mission de sauvetage, ce qui était un petit peu bête par rapport à la situation. Alors on peut se demander si d'ailleurs, puisqu'on sait maintenant depuis cet épisode que quelque chose se cache derrière l'attaque des synthétiques au final, probablement des éléments romuliens, on peut se demander si ce n'est pas directement cette mission qui a fait détruire Mars, ce qui là serait vraiment les Romuliens qui seraient tirés une balle dans le pied par rapport à leur évacuation. Et peut-être du coup que cette espèce de complot qu'on nous met en fil rouge sur la saison, au moins sur les premiers épisodes, serait juste des Romuliens qui étaient dans le complot et qui chercheraient à couvrir ce qu'ils ont fait pour se protéger. Peut-être que c'est pas totalement des vilains, mais que c'est des Romuliens de base et qu'ils ont fait des choses pas claires et qu'ils essayent de s'en sortir, quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci capitaine pour ces éclaircissements. À tout hasard, vous n'auriez pas les résultats de la grande loterie Ferengi ? Capitaine, vous semblez oublier la première directive temporelle, non ? En effet, capitaine, ce serait pas très fair-play. Capitaine, quel est ce message que vous venez de recevoir sur votre terminal personnel ? Non, rien. À très bientôt. Merci capitaine, et à très bientôt. Bien, vous pouvez reprendre numéro 1. Justement, du coup, là on apprend dans la scène d'enquête que la sœur de Dahj se trouve pas sur Terre, et nous on sait où elle est sur le cube Borg, qu'on a découvert l'existence à la fin de la dernière scène du premier épisode. Donc c'est un cube Borg qui semble être contrôlé par les Romulins. Alors du coup, moi avant de vous laisser la parole pour parler de cette scène-là, de ces scènes-là, il y a une question que je me posais, parce que donc on voit des Romulans qui ont sans doute engagé d'autres espèces pour travailler avec eux, et donc ils démantèlent ou ils travaillent sur un cube Borg, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas ailleurs ? Comment c'est que la Fédération tout simplement même les laisse faire ? Parce qu'on dirait qu'ils sont simplement en train de désosser une carcasse d'un avion, et puis qu'ils sont en train de vendre les pièces détachées, que il y a pas de problème, c'est légal, tout le monde est d'accord avec ça. Moi je trouve que c'est quand même une entreprise assez dangereuse. Elle est tellement dangereuse que d'ailleurs dans des scènes on voit des panneaux où c'est marqué « Il s'est passé tant de jours sans aucune assimilation », comme les panneaux qu'on voit sur les chantiers, il s'est passé tant de jours sans accident. Ça veut quand même bien dire que c'est un peu dangereux, et surtout ça nous indique quand même finalement que les Borg ne semblent pas aussi détruits que le semblait le laisser penser le final de Voyager ou encore le film First Contact. En effet, Guigui, c'est assez mystérieux. La façon dont ça a introduit à la fin du premier épisode laissait penser que c'était un truc un peu secret, etc. Or, tu l'as très bien dit, le fait qu'il y ait des employés qui viennent de l'extérieur, y compris des humains, finalement, on peut penser que c'est une opération tout à fait ouverte, en fait, que c'est pas du tout un secret. Alors, c'est pas très clair encore quel est le but de cette mission, qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire à l'intérieur de ce vaisseau Borg, mais bon, après tout, on peut imaginer que y a des recherches qui sont faites pour mieux se protéger des Borg à l'avenir. Développer d'autres technologies. Ouais, développer d'autres technologies. J'ai pas trouvé ça déconnant, en fait, si ce n'est qu'on sait pas vraiment quand ce vaisseau Borg a été détruit ou abandonné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais j'ai pas trouvé ça déconnant. Moi, à la rigueur, le truc que je trouve un petit peu déconnant quand même, c'est ils ont l'air d'être dans d'études. Moi, c'est un passage que j'ai fort aimé parce que j'adore les Borg et que ça a l'air mystérieux, tout ça. Ce qui est un peu déconnant quand même, c'est qu'ils ont l'air de pas être sûrs de tout ce qu'ils font. Là où dans les séries Next Generation ou Voyager, quand on avait quand il s'agissait d'assimiler de la technologie Borg, ça se passait assez rapidement et que les choses se faisaient plutôt facilement, en fait. Là, j'ai l'impression qu'ils ont mis 20 ans
à faire peu d'avancées par rapport à ce qu'on aurait pu voir dans un épisode de Voyager, par exemple, à l'époque. Alors, c'est peut-être que c'était... Ils sont pas aidés par Seven, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être que c'était plutôt déconnant à l'époque de Voyager, hein, mais je suis un peu perplexe devant ça. Après, oui, moi, ce qui est mystérieux, c'est le pourquoi. Le pourquoi de tout ça, quoi. D'ailleurs, tu parles de Guigui, tu parles de Seven. C'est peut-être une des surprises de l'épisode, ou une non-surprise de l'épisode, c'est de ne voir ni Seven, ni Hugues, dont on sait qu'ils vont apparaître dans la série un jour ou l'autre. Et moi, je pensais qu'on les verrait beaucoup plus tôt dans la série, et ça m'a quand même assez... c'est pas grave, hein, mais ça m'a étonné qu'on ne les voit pas déjà à ce moment-là de la série. C'est en fait, oui, c'est à cause du marketing, vu que dans les 2 premiers épisodes, il y a quasiment... je veux dire, une grande majorité de ce qu'on a vu dans les bandes annonces se trouve dans les 2 premiers épisodes, donc du coup, forcément, on se dit, ils vont arriver bientôt. Ouais, mais moi, je sais pas vous, ça me dérange pas, moi. La promo visuelle insiste vachement sur Seven, quand même. Hein. C'est vrai. J'en veux quand même de plus en plus au marketing, parce que je comprends le besoin de donner du grain à moudre aux fans, mais finalement, tu vois, si j'avais su que tous ces guests dont on sait déjà par la bande-annonce, Picard, Riker, Troy, Seven, Hugues, apparaissaient si tard dans la série, si tard, on parle que de 2 épisodes, hein, mais malgré tout, pas dès le début, je crois que j'aurais préféré ne pas le savoir du tout et être surpris dans le 3e ou le 4e épisode. Data, on l'a eu quand même dès le premier, hein, dès la première scène. Ouais, mais Data, oui. Mais tu vois, on en est à 2 épisodes, on n'a toujours pas vu Riker et Troy. J'aurais, à la limite, dans ces cas-là, si c'était pas immédiat, j'aurais préféré ne pas les voir du tout. J'aurais préféré la surprise aussi, je suis d'accord. Mais peut-être il y en aura d'autres, on ne sait pas. Hein. Du coup, justement, tu soulèves un bon point. Du coup, plus ça va, plus je me dis qu'il n'y aura pas d'autres guests. Parce que finalement, tu as l'impression qu'ils ont utilisé vraiment les guests comme du matériel promotionnel, et que finalement, si par exemple il y avait une apparition de Geordi Laforge, qu'on a tous attendu lors de cette première scène, ou d'autres personnages, Worf ou je sais pas qui, quelque chose me dit que finalement ils les auraient montrés dans la bande-annonce, puisqu'après tout, s'ils ont montré Troy et Riker et Seven et Hugues qui ne sont toujours pas apparus, pourquoi ils n'auraient pas montré Geordi et les autres? On verra ça donc à la fin de la saison. Je pense que Geordi, il y avait au minimum le fait d'essayer de faire croire qu'il était potentiellement mort, du coup, sur les premiers épisodes. Ça, c'est surtout pour ceux qui auraient lu les comics, parce que là, dans la série en elle-même, il n'y a rien qui l'indique. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment que pour nous, quoi. Mais du coup, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai revu Scorpion suite à... Scorpion, le double épisode de Voyager. Voyager, il y a 2 semaines. Seven, podcast, voilà, pour juste me remettre Seven of Nine en tête. Moi, j'ai adoré l'épisode, est vraiment super, très bien décrit. Jerry Ryan et Seven of Nine et Janeway sont très bien, elles ont de très bons dialogues et tout. Mais après 2 ou 3 épisodes, en fait, le docteur réussit à retirer la plupart des implants Borg, et on a Seven of Nine qui est magnifique, hein, je vais pas dire ça. Mais là, en fait, on a des Borg qui sont en morceaux. Enfin, il y a des scènes, ça m'a fait penser à Reanimator où il y a des morceaux de corps, il y a des yeux, enfin, on voit aussi un œil, hein, alors je sais plus si c'est dans Scorpion ou dans l'épisode suivant, The Gift, mais on voit aussi l'œil que le docteur veut réimplanter à Seven, mais à aucun moment on a un sentiment de dégoût, de corps coupé en morceaux. Là, j'ai trouvé que dans ces scènes, on a... Oui, parce qu'il y a des bouts, il y a vraiment des bouts de corps. Il y a tout le corps, il y a un bout de bras qui est coupé. Enfin, c'est plus fidèle à Star Trek First Contact, je trouve, dans la représentation, dans le côté très boucherie du Borg qu'à Star Trek Voyager. Bon, aussi certainement pour des raisons de budget, hein, qui avait dû prendre un certain nombre de raccourcis, etc. Mais en effet, le gore m'a beaucoup fait penser à Star Trek First Contact. Et du coup, on se demande quand même, malgré tout, qu'est-ce que fait la sœur de Daj à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Qu'est-ce que Narek essaie d'obtenir d'elle ? Parce qu'en la draguant, ce qu'il veut, c'est obtenir une information, visiblement. Lui semble savoir ce qu'elle est, donc une androïde plus qu'une androïde, genre / humaine. Elle ne le sait pas. Donc ouais, qu'est-ce qu'elle fait là exactement ? Ouais, on sent quand même qu'on est à la périphérie donc d'une conspiration, d'un complot, de quelque chose de assez immense dans lequel Picard va mettre le pied. Et je trouve que ça s'annonce quand même pas mal, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de pistes, on a beaucoup de questions. Avec le background de l'univers de la franchise qu'on connaît tous, hein, des autres séries, de plein d'éléments comme ça. Donc c'est des éléments qui sont pas seulement
des indices qui sont pas seulement donnés dans les épisodes qui nous sont donnés à voir dans Star Trek Picard, mais donc vraiment dans le background de l'univers, on peut trouver justement des pistes pour élaborer donc des théories et imaginer qu'est-ce que tout ça va pouvoir donner et ce qui nous tient en haleine. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Du coup, on va quand même passer directement sur une scène sur laquelle moi je me pose des questions, qui est la scène de Picard avec son médecin. Donc visiblement un ancien médecin qu'il a rencontré à l'époque du Stargazer. Donc Picard serait malade, mais à votre avis, quelle pourrait être vraiment cette maladie ? Maurice Benayoun, le nom du docteur, ça m'a fait rire parce que Maurice Benayoun, ça fait vraiment docteur de rue, au coin de la rue. Superbe scène, j'ai adoré cette scène. Moi j'y ai vu, tu me poses la question, moi j'ai vu une suite directe de All Good Things et de la référence à la maladie neurologique du capitaine Picard. Je suis assez d'accord. D'autant que à l'issue de All Good Things, donc All Good Things, bon, je vous le rappelle, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous le savez, mais se passe en partie dans un futur. Et qui se passe à la même époque que la série Picard, à d'ailleurs. peu près à la même époque, tout à fait, en termes Ouais, d'âge, ça correspond. un an ou deux de différence. Et même dans All Good Things, on savait pas encore si c'était vraiment Q qui créait ces trucs de toutes pièces, si c'était un vrai futur, si c'était un futur alternatif, ou juste en effet une création de Q pour emmerder Picard et son équipage. Mais Picard demande au docteur Crusher du présent de lui faire une analyse, et le docteur Crusher lui dit: écoute Jean-Luc, moi je détecte pas cette maladie, mais tu as quand même, alors j'ai pas eu le temps de revoir l'épisode pour retrouver la phrase exacte, mais dans mon souvenir elle lui dit quelque chose: tu as quand même une petite déformation qui pourrait éventuellement un jour déclencher la maladie que tu as dans le futur. Et d'ailleurs Picard dit dans l'épisode là, il dit justement ce que tu es en train de me parler, mon bon docteur Benayou, c'est on m'en a déjà parlé il y a longtemps. On m'en a déjà parlé. Alors moi j'étais ravi, hein, je vous cache pas, c'est débile, mais encore du fanservice bien amené. Ceci étant dit, intéressant parce qu'il n'y a pas de lien direct entre cette scène et tout le reste de l'épisode, hein. Le fait que Picard soit mourant, enfin oui il est mourant, hein, c'est le mot, hein, c'est ce que lui dit Benayoun, le fait que Picard soit mourant n'a aucun impact réel sur l'épisode, puisque c'est avant cette scène que Picard décide de mener l'enquête sur la mort de Dash, de reprendre sa vie en main. Il y a une très très belle scène, alors je me rappelle plus si c'est d'ailleurs dans le deuxième épisode ou dans l'épisode précédent, mais il y a une très très belle scène où Picard dit j'ai envie de vivre, je suis en train d'attendre de mourir et je veux vivre. Et j'avais trouvé cette scène vraiment remarquable, mais elle est antérieure à cette scène de mort, donc cette scène n'a pas vraiment de lien avec le reste du scénario de l'épisode, avec les décisions de Picard, ce qui me laisse penser que si cette scène existe malgré tout, il doit y avoir une raison. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces 3 saisons qui ont été annoncées de Picard soient en effet le chant du cygne de ce personnage qui à ce moment-là mourrait finalement de vieillesse, hein. Et franchement un personnage comme Jean-Luc Picard qui mourrait de vieillesse, je trouverais ça vraiment classe. Moi je ne crois pas qu'un héros doit forcément mourir sur un champ de bataille ou voilà, ou dans des conditions tragiques, et finalement on l'a déjà fait avec Kirk, on l'a déjà fait, et très mal en plus, hein, très très mal. Oui, c'est vrai. Et tu vois, je me mets à rêver d'une dernière scène de Picard qui serait Picard qui, après avoir réussi sa dernière mission, meurt de vieillesse entouré par tout l'équipage de The Next Generation. Et ben si c'est ça la dernière scène de Picard, je peux vous dire que je vais lâcher quelques larmes de bonheur et de tristesse. Il y a bien sûr le rapport à All Good Things qui est évident. En voyant l'épisode, je me posais la question au moment où Picard a été assimilé, si tous ses implants avaient été retirés ou s'il n'y en avait pas une partie d'ailleurs qui restait dans son crâne. Mais du positionnement qui est annoncé pour l'anomalie qu'il a dans le crâne, je me demandais si, et déjà peut-être à l'époque, ça pouvait pas être lié à ses implants Borg au moment où il a été assimilé. C'est-à-dire son implant crânien, je sais plus comment il s'appelle, mais l'implant cortical au niveau des yeux. Là où est placée on va dire que c'est une tumeur dans ce que décrit le docteur Benayoun, je me demandais si ça pouvait pas être lié à son assimilation. Et du coup, l'intrigue Borg au final en soi, peut-être que de ça on va découvrir que les Borg sont à l'origine de sa dégénérescence à terme, ou éventuellement pourraient être à l'origine de sa salvation, et que du coup ce soit les Borg qui le sauvent à terme, quoi. Ouais, c'est un point de vue intéressant. Ouais, ça, c'est franchement une super théorie, là. Mais je sais pas si j'ai vérifié, il me semble que
après vérification que rien n'est resté de ces implants, mais j'avais cru voir à un moment, mais j'ai pas retrouvé, qu'ils avaient retiré tout à l'extérieur, mais qu'il restait des trucs à l'intérieur. Parce que forcément, les Borg, ça fait des trous, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Si vous, auditeurs, vous avez l'information, si vous avez trouvé cette petite chose que cherche Manu et qu'il n'a pas trouvé, donnez-nous la réponse sur Twitter. Juste, j'ai moi aussi quelque chose à ajouter, c'est que j'adore l'acteur qui joue le rôle du docteur. Je l'ai vu dans plein de séries et tout ça, il est très très bon. Il y a une phrase qui dit à Picard, c'est « Mais pourquoi tu veux retourner dans le froid ?» Pourquoi tu veux... Et j'ai trouvé la phrase, mais c'est magnifique parce que l'espace est froid. L'espace, c'est pas juste de l'exploration, c'est pas juste de l'aventure, c'est glacé, c'est la mort. Et la phrase, j'ai trouvé, était... Ouais, en fait, il lui dit, est-ce que c'est vraiment le moment de retourner dans le froid avec ce que tu sais ? Et il dit oui, plus que jamais. Et puis, il est juste, l'acteur. Hein. Il a pas envie de balancer l'info, il a quasiment les larmes aux yeux. C'est du très bon acting aussi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé ultra touchant, l'acteur. Ouais, il est connu, et j'arrêtais pas de me dire, mais je le connais parce que je l'ai vu dans The Commish. Si vous vous souvenez de cette série des années 90 où il jouait le beau-frère de Michael Chiklis, vous savez, le mec The qui Shield. jouait The Shield, mais avant, Michael Chiklis a joué le rôle d'un flic super sympa. Il avait des cheveux dans cette série, je me souviens. Et ça s'appelait The Commish, et c'était diffusé sur France 2 ou France 3. Et son beau-frère était joué par cet acteur qui était un emmerdeur fini. Mais l'acteur, en fait, est toujours présent dans des seconds rôles. Et il est excellent. Et après, alors, juste pour revenir sur les seniors envoyés dans l'espace, moi ça m'a pas paru bizarre que Picard veuille retourner dans l'espace, parce qu'il y a quelques années, John Glenn, à 70 ans, il est retourné dans l'espace. Donc, un senior peut très bien être apte à voyager. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Picard qui est malade, mais aussi Starfleet, visiblement. Parce que lorsque Picard vient demander audience à une haute amirale de la Fédération, de Starfleet, pardon, on tombe sur une amirale qui semble un peu incompétente et qui semble aussi avoir gardé une dent contre Picard. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est distillé le long des dialogues. On sent qu'il y a un passif entre ces personnages-là. Donc là, j'ai trouvé que c'était quand même une scène vraiment très très importante, une des plus importantes de l'épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Romain ? Alors j'ai adoré cette scène, et parce qu'elle m'a, comme je le disais dans l'introduction, elle m'a complètement pris à contre-pied. Elle m'a pris à contre-pied parce que le cliché de cette scène, ça aurait été en effet... alors peut-être que c'est comme ça que tu l'as perçu, Guigui, hein, mais ça aurait été un gentil Picard qui vient sauver le monde, et le méchant amiral lui dit d'aller se faire foutre. Et en fait... j'ai trouvé qu'elle n'a pas du tout été présentée comme ça. J'ai trouvé qu'elle est présentée comme un Picard un petit peu trop sûr de lui, un petit peu vaniteux, qui rentre dans Starfleet un petit peu sûr de lui. On sent ce côté vaniteux parce que quand il rentre dans Starfleet, il est un petit peu vexé de voir que le jeune, voilà, alors que le jeune est sympathique, il fait son travail, mais bon, voilà, Picard, il y a longtemps quand même. Et quand il va voir l'amiral, il fait alors amiral, j'ai besoin d'un vaisseau de 6 personnes, machin, un truc bidule. Il fait sa liste de courses, et là tu t'attends à ce que l'amiral en disant si ça vous arrange, vous pouvez me mettre capitaine. Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Et donc, moi, je me disais, pendant toute la scène, je me disais, c'est bizarre d'avoir écrit ça comme ça, c'est pas très fin et tout. Alors, je me disais que l'amiral allait lui répondre soit oui, soit non. Mais en fait, elle lui répond ni oui, ni non. Elle lui répond, mais va te faire foutre, quoi. Elle s'énerve, elle lui dit, mais comment tu oses ? Tu nous as laissé tomber, tu fais une interview à la télé pour dire qu'on est des merdes, et tu viens me demander un vaisseau, mais dégage, quoi. Et en fait, là où j'ai pas exactement la même perception que toi, Guigui, c'est que moi je trouve que la réaction de l'amiral dans la façon dont la scène est écrite et la façon dont la scène est tournée et jouée, j'ai trouvé qu'elle était finalement assez, même si on ne sait pas encore exactement dans quelles conditions Picard a quitté Starfleet et dans quelles conditions il a posé sa dème, j'ai trouvé que la réaction de l'amiral était assez compréhensible en fait. Je suis d'accord avec toi, moi je disais juste elle me paraissait incompétente, surtout à cause de la deuxième scène où quand elle va appeler la Commodore, plus tard, en venant se plaindre un peu, en balançant un peu sa rencontre avec Picard un peu comme un ragot. Et c'est ça que j'ai trouvé on sentait que ce personnage-là, ok, peut-être elle avait raison de réagir comme elle réagissait, mais qu'en fait, elle avait quand même, malgré tout, pas du tout creusé les choses, et que finalement, son interlocutrice, donc la Commodore O, la Vulcaine dont on va parler tout à l'heure, elle a bien compris la portée du truc, et
Et voilà, quoi, c'est-à-dire que notre amiral, elle parle de choses sans savoir de quoi elle parle. Mais moi, j'ai trouvé au contraire que c'était une preuve de compétence, parce que bien qu'elle en veuille à Picard, elle le respecte suffisamment pour savoir que... Parce qu'il faut admettre, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit sur cette scène, c'est qu'il demande un vaisseau et tout, et il expose une théorie qui est sur le papier vraiment très tirée par les cheveux, hein, si t'as pas suivi le reste et tout. Et malgré ça, elle décide de contacter la chef de la sécurité de Starfleet pour lui dire, écoute, Picard c'est un vieux con, on est tous d'accord, mais il m'a dit ça, peut-être que ça vaudrait le coup d'enquêter, parce que bon, quand même, ça m'intrigue. Donc moi j'ai trouvé qu'elle faisait le boulot jusqu'au bout, cette amiral. Ouais, t'as raison, c'est une façon de voir les choses, ouais. Simplement, elle trouve que Picard est puant d'orgueil, quoi, hein, puant d'orgueil. Mais elle représente bien la bureaucratie de Starfleet dans l'idée. Il y avait encore, je trouve, des purs dialogues. Déjà, il y a le cheer fucking Brice quand elle réagit au début. Non, mais tu te prends vraiment pas pour de la merde, quoi. Mais il y a un échange où il lui dit c'est pas la fédération de décider quelle espèce viewer, et il lui fait non mais si si c'est à nous, et en plus on l'a fait. Et je trouve le côté bureaucratique, le mec derrière son bureau qui va décider de l'avenir d'une espèce, plutôt bien rendu. Et ça, en plus ça insiste un peu sur ce que je disais j'ai l'impression qu'on a toujours vu Picard trop idéaliser la fédération au final, parce qu'il le dit lui-même. Il dit quand il parle du sauvetage romulien, j'essayais de défendre ce que la fédération représentait. Et au final, ce qu'on nous dit, c'est ouais, mais la fédération a représenté surtout ses intérêts, et toi tu représentais un idéal qui est pas le nôtre, quoi. Justement, ça me permet de rebondir, parce que si on parcourt les forums de fans comme moi, on constatera qu'il y a quand même beaucoup de fans parmi les plus exigeants et les plus anciens qui trouvent qu'il y a quelque chose qui apparaît dans Star Trek Picard un peu comme un point noir, une ligne rouge, qui avait déjà été franchie par Discovery et la Kelvin Timeline. Il s'agit du fait que l'utopie de la Fédération et de Starfleet était vraiment mis à mal, et limite, pour certains, disaient que ça se transformait en dystopie. Alors, moi, je vais remettre un peu les choses en perspective, hein. Y en a qui considèrent que le court-métrage prélude à Picard Children of Mars, avec 2 enfants qui se chamaillent et un corps enseignant qui a un comportement un peu proche à nos contemporains, ça suffit pour dire que c'est une dystopie. Alors moi, je trouve que c'est carrément exagéré, évidemment. Mais c'est quand même peut-être une critique qui a un fond pertinent, et en tout cas, la question, elle mérite de se poser, et je trouve que tu viens de le faire, justement, Manu. Parce que par exemple, il y a Yves Raducas sur le site d'Unification qui considère, donc dans sa critique de Children of Mars, que pour des raisons intradigétiques, il y a le héros de Picard qui va jouer les rebelles contre la Fédération, qui sombrerait dans une fausse utopie. Alors pour lui, c'est un défaut, que la Fédération se transforme en ersatz d'empire galactique à la Star Wars, alors que l'idéal trekien, ça devrait être une réussite collective et sociétale et non individuelle. Et que du coup, le nouveau contexte de Star Trek Picard, ça ressemble un peu à une sorte de grosse incohérence, puisque c'est un peu ce que nous aurait servi un peu quelque part Discovery avec Michael Burnham. En gros, la Fédération, c'est une réussite collective, et quand le truc y merde, c'est juste pour simplement glorifier un héros, prendre un personnage particulier et en faire un héros, ce qui serait anti-Star Trek. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré, parce que, comme tu le dis, hein, Manu, peut-être que Picard a toujours un peu trop glorifié la Fédération et Starfleet, mais peut-être que les fans de Star Trek aussi, parce que quand même, il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent, on l'a déjà dit dans l'épisode 0, que ce soit dans la série classique, à chaque fois qu'on rencontrait un capitaine de Starfleet, un capitaine de vaisseau, le mec, il était fou, taré, ou c'était un connard. La moitié du temps que Picard rencontre un amiral, c'est pareil, c'est un enfoiré. Même dans Voyager, la seule fois où Voyager croise un vaisseau galactique de la Fédération, c'est parti en couille. À chaque fois, c'est des gens qui n'ont pas eu le cran des personnages principaux. Guigui, le capitaine Kirk lui-même, quand Spock lui dit les Klingons... Ah, excuse-moi. Je voulais finir là-dessus parce que c'est vraiment le point d'orgue, et justement, il y a un véritable parallèle à faire avec Star Trek 6, donc Terre Inconnue, où effectivement, là, c'était les Klingons qui se mouraient à cause de la destruction de leur lune Praxis. Donc c'est vraiment un parallèle à faire avec ce qui se passe là avec les Romulins et la destruction de Romulus. Et déjà, à l'époque, la moitié de Starfleet et de la Fédération ne voulait pas aider les Klingons. Et Kirk en faisait partie, et leur disait « Mais laissez-les mourir !» Laissez-les mourir. C'est la phrase que dit Kirk, il dit « Laissez-les mourir !» Et c'est Spock. C'est la force de persuasion de Spock
et de son père Sarek qui a mené la Fédération pour que justement la Fédération tende la main aux Klingons. Mais à l'époque, la moitié de Starfleet était contre. Et était tellement contre que parmi le complot qui était fomenté pour empêcher la guerre entre les Klingons et la Fédération, il y avait des Romulins, des Klingons et des putains d'amiraux de Starfleet. Donc, je suis désolé. Moi, je sais que Yves Raduca, lui, il se dit bon voilà, c'est des exemples qui existent. Pourtant, la liste d'exemples de là où ça déconne, elle est quand même assez longue. Elle est super longue. Lui, il considère que c'est des petits trucs comme ça qui sont, c'est comme des virus et qui sont ensuite éliminés par ce qui est le système que représente la Fédération, comme s'il avait un système immunitaire. Mais très bien. Moi, je veux bien la métaphore. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'être attaqué par des déviances de plus en plus fréquentes et qui pourraient être justifiées justement par une situation post-guerre avec le Dominion, qui pourrait avoir eu des conséquences qu'on n'imagine pas, on peut très bien imaginer que finalement, les anticorps, ils fonctionnent plus et qu'au bout d'un moment, t'attrapes la fièvre et que tu peux être malade aussi et que c'est une période où la Fédération et Starfleet n'est plus Starfleet et que Picard, oui, a raison d'être, et c'est peut-être le dernier anticorps qui reste finalement. Un dernier point en la défense de l'amiral, qui est complètement lié à ce que tu viens de dire, il y a une scène où on comprend que c'était pas les méchants amiraux de Starfleet contre l'amiral Picard, c'était une bonne partie de la Fédération qui n'étaient pas d'accord pour des raisons idéologiques, morales ou tout simplement stratégiques avec le fait revanche aussi, ou de revanche, mais aussi stratégique avec le fait de consacrer toutes les ressources de Starfleet au sauvetage d'une race qui jusqu'à présent a quand même été assez belliqueuse envers la Fédération. Donc c'était pas, une fois de plus, on n'est pas dans un truc qui est totalement manichéen, les méchants amiraux contre le gentil Picard, c'était un débat interne au sein de la Fédération. Et puis si on ajoute aussi l'exemple de Kirk qui voulait laisser mourir les Klingons, même s'il avait des raisons, parce qu'effectivement des Klingons avaient tué son fils, mais c'est quand même une forme de racisme malgré tout, de la part de Kirk. Il y a aussi Capitaine Sisko qui a fait aussi des choses qui n'étaient pas jolies finalement dans la saison 6, si vous vous souvenez de Deep Space Nine. Il y a des choses qui ne l'empêchent pas de dormir. Ce qui veut quand même bien dire que malgré tout, dans cette utopie, effectivement, il y a des choses qui déconnent, mais ça n'en fait pas une dystopie pour autant. On en est loin. Faut pas déconner. Non, on est très très loin d'une dystopie, parce que là, pour le coup, je regarde beaucoup de SF, on en est très très loin. Mais effectivement, c'est un risque. Ce que Picard essaye d'éviter, c'est que la Fédération atteigne ce point de non-retour. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. On est quand même, a priori, sur 2 cadrans relativement bien unis dans cette galaxie, quoi. Alors voilà, je me suis un peu emporté, mais c'est parce que... non, mais c'était très intéressant comme théorie. Je trouve que ces fans qui sont très puristes, entre guillemets, en tout cas qui ont une vision de la saga qui finalement est un peu arc-boutée sur ce que dégage la nouvelle génération et Picard, parce que c'est toi Manu, je crois, qui l'avait dit dans l'épisode 0, que Picard représente quelque part l'esprit de la Fédération, l'esprit bienveillant de Star Trek. Et qu'effectivement, c'est comme si cette aura avait englobé toute la franchise. Sauf que non, la franchise, elle est multiforme. Comme la Fédération, il y a des idéaux. Et dans ces idéaux, il y a plusieurs personnes. Il y en a qui adhèrent complètement, il y en a qui adhèrent à moitié, il y en a qui adhèrent aux 3 quarts, il y en a qui adhèrent pas du tout. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a une philosophie, mais la plupart du temps, ça se résume à une personne qui va prendre la décision. Je trouve qu'on le voit beaucoup dans Next Generation, on le voit beaucoup dans Voyager aussi, avec Janeway qui régulièrement refuse de prendre la mauvaise décision et préfère sacrifier son équipage ou son vaisseau plutôt que d'aller mettre en danger quelqu'un d'autre parce qu'elle défend le truc. Mais il y a souvent des personnes qui s'opposent à ça et les 2 points de vue sont défendables en plus. Et d'ailleurs, il y a Seven qui, effectivement, a l'autre point de vue, parce que c'est pas logique, qui n'est pas celui de la vertu, qui dit, voilà, il faut être pragmatique, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous nous mettez en danger, nanana, etc. Donc, et effectivement, malgré tout, ce point de vue-là n'est pas montré comme étant forcément mauvais, c'est simplement, ce sont 2 points de vue qui sont antagonistes, mais il n'y en a ça serait une vraie discussion de savoir qu'est-ce qui est juste et qui n'est pas juste, et c'est justement le sujet de la franchise tout du long. Je vous rappelle quand même que Janeway a assassiné Tuvix, et je ne lui pardonnerai jamais. Je comprends. Mais c'est vraiment parce que du coup, là, on a la critique envers Picard en comparant avec ce qui est fait avec Discovery, par exemple. Là où je suis beaucoup plus gêné par Discovery, c'est que Picard se trouve à un certain point dans l'univers, enfin dans la timeline, alors que Discovery se passe beaucoup plus tôt. Et regardant Enterprise en ce moment, on voit bien que malgré les défauts évidents d'Enterprise, la volonté de l'humanité dans sa découverte justement des étoiles, c'est d'aller rencontrer des nouvelles espèces, c'est vraiment la découverte et le fait de
de lier des relations avec les autres. Là où, une fois qu'on est rendu dans la série originale, on a déjà un début on a déjà la fédération globalement et on a toujours un esprit de découverte. L'esprit cet esprit un peu utopiste semble englober la fédération, mais qui s'est pas encore encrouté dans le bureaucratisme qu'on peut avoir dans les séries d'après. Et j'ai envie de dire que dans la série originale, les déviances qu'on a sont plus liées à un individu à un moment donné qui fait une crise de pouvoir, un commandant ou autre. Ouais, mais sauf que tu te rends compte que finalement, tous les autres capitaines que Kirk rencontre, les mecs, ils vrillent, quoi. Ouais, mais ça, donc, c'est une déviance scénaristique, mais c'est plus un problème individuel. Là où, une fois qu'on est rendu dans Next Generation, ça devient bureaucratique. C'est les bureaucrates qui deviennent des connards, quasiment. Beaucoup moins les amiraux, ou alors les amiraux qui, justement, sont retournés du côté de Starfleet et ont commencé à devenir des bureaucrates eux-mêmes. Après, pour revenir à la critique de Yves Raduca, si au bout des 10 épisodes de Picard ou de la saison 2, on se rendait compte qu'en effet c'était une bande de méchants à Starfleet qui, plutôt que de faire la paix avec les Romulins, ont décidé qu'il était préférable de tuer 15 000 personnes sur Mars et de détruire Utopia Planitia, je trouverais ça en effet un petit peu discutable et un petit peu tiré par les cheveux. Donc il est un peu tôt pour enterrer quand même la critique de Yves à ce stade. Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, justement, t'as raison, parce que effectivement, il y a quelque chose malgré tout qui me gêne un petit peu et qui donne du crédit à ce que dit Yves. C'est que la Commodore Vulcain O, donc qui semble visiblement être une conspiratrice liée avec les Romulans, on a bien l'impression que c'est c'est la Commodore originale, quoi. C'est une vraie Vulcaine qui arrivait là normalement par sa carrière au poste où elle en est. Et moi, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un clone à la Shinzon style, les Romulans qui auraient réussi à faire le plan qu'ils voulaient faire sur Picard là, dans Star Trek Nemesis, qu'ils aient réussi à le faire avec cette Commodore là. Ouais. J'aurais trouvé ça plus intéressant pour justement désamorcer un petit peu la critique de ces fans un peu puristes concernant la vertu de la fédération de Starfleet. Peut-être ça aurait été bien, mais peut-être que c'est une idée pour une théorie que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Attention Guigui, il y a quand même une historique de Romulans qui ont utilisé leur ressemblance, c'est plus qu'une ressemblance, c'est la même race avec les Vulcains, pour infiltrer la Fédération. Et je revoyais Data's Day justement pour parler de Picard, et j'avais complètement oublié le subplot de Data's Day, qui est en fait une haute ambassadrice de Vulcain, qui est ambassadrice réputée depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui se révèle en fait à la fin de l'épisode être un agent double romulan, et elle n'était pas du tout vulcaine, elle était romulaine en fait. Je sais pas si tu te rappelles de ça dans l'épisode de Data's Day. Et peut-être que moi, ma théorie sur O à ce stade, c'est que c'est pas du tout une vulcaine, mais c'est une copie conforme de ce personnage, je crois qu'elle s'appelait T'Pel, si je dis pas de bêtises, de cette ambassadrice vulcaine qui s'est révélée être une espionne romulaine en fait. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une jurisprudence. Mais simplement, moi, ça m'aurait quand même plu vraiment de se dire le plan de Nemesis a fonctionné ici, et que du coup, voilà, l'honneur de la Fédération de Starfleet est sauf. Et si ça se trouve, c'est Control qui est arrivé au 25e siècle, au 21e siècle, et qui a infecté une vulcaine, et puis c'est tout. Bah, du coup, on va directement aller dans la partie théorie, hein, même si on y est déjà de plein pied. Moi, déjà, je vais balancer ma théorie tout de suite, tant qu'à faire, hein, sur le Tal Shiar du Tal Shiar. J'ai oublié le nom, j'arrive pas à le retenir, je suis désolé. Le Zadvash. Zadvash, voilà, merci. Dans cette idée qu'il déteste effectivement tout ce qui est robotique, cybernétique, etc. Que leur but, a priori, ce serait de détecter où sont les avancées de Maddox pour les exterminer. Pourquoi cette haine, etc. Et que le Commodore O serait donc une Vulcaine qui pourrait très bien en faire partie d'ailleurs de cette secte, hein, pourquoi pas. Et du coup, j'ai une idée un petit peu dingo qui rappellera donc bien sûr Galactica Battlestar. Et si finalement la race des Romulans n'était pas que des espèces d'androïdes qui auraient été créés, qui auraient muté au point de devenir organiques par les Vulcains en fait. Parce qu'on sait que les Vulcains et les Romulans, donc à la base c'était une seule et même race, et qu'il y a eu un schisme et que les Romulans se sont barrés il y a très longtemps, au point où les Vulcains ont presque oublié leur existence. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans la série classique avec l'épisode La Balance de la Terreur, si je me souviens bien du titre.
Et donc voilà, je me disais, et si les Vulcains avaient créé donc une race robotique qui serait devenue organique, un peu comme sur le chemin que suivrait Dage, et aurait donné les Romulans, et les Romulans eux-mêmes essaieraient de refouler cette vérité. Et c'est ça qui, justement, si jamais un Romulan apprenait l'existence, la raison d'être de cette secte, il deviendrait fou. Alors peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu taré. J'espère pas en vrai, parce que trop Battlestar dans l'histoire, en effet. Ouais, ça ferait vraiment trop. Ouais, on est d'accord, ça ferait trop Galactica. Moi, j'aurais tendance à penser que ça irait à l'encontre de la technologie de l'époque, au niveau de ce qui pouvait être créé par les Vulcains à l'époque. Mais je sais pas, tu me laisses un peu perplexe. Moi, j'avais développé une théorie un peu voisine, Guigui, et je pense qu'elle est fausse, mais elle m'excite pourtant. On a les Borg qui sont présents dans Picard, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison. On ne sait pas pourquoi les Borg sont inclus dans cette série Picard. Et on sait qu'ils vont l'être de plus en plus, puisqu'il y a Seven of Nine qui va apparaître, il y a Hugh qui va apparaître, etc., etc. Et si, dans le passé, les Romulins avaient expérimenté d'intégrer des éléments cybernétiques dans des êtres vivants, par exemple d'autres Romulins, et que ces êtres cybernétiques les avaient complètement échappés et avaient donné naissance à une race extraterrestre qui s'appellerait les Borg. Les Borg. Et si les Romulins avaient eux-mêmes créé les Borg et que cette expérience leur aurait complètement échappé. Ça expliquerait pourquoi le Zadvash est devenu complètement dingo des cybernétiques et pourquoi cette histoire a été complètement enfouie dans l'histoire des Romulins. Le truc que ça n'expliquerait pas, c'est pourquoi les Romulins sont apparus dans le Delta Quadrant, donc à l'autre bout de l'univers, et pas dans le Alpha Quadrant. Mais ça expliquerait pourquoi les Borg ont une importance dans Picard, alors que pour l'instant, c'est loin d'être évident. Bah moi, les Borg dans Picard, je les vois un peu comme une sorte de résistance, en fait. Si toute vie cybernétique est interdite, les Borg restent quand même une semi-cybernétique, et du coup, ils sont potentiellement en danger, quoi. Donc je les voyais comme une sorte de résistance, et la position de Seven, je la voyais un peu comme ça. Mais je sais pas. Enfin, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, mais... C'est vrai que pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments pour vraiment théorie crafter, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. T'as pas une théorie, Marina, toi ? Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez d'éléments. Il y a énormément de références à de très anciens épisodes de Next G. Je pense notamment à ces épisodes de la saison 2. Mais alors, par contre, toutes ces références à ces anciens épisodes, le fait qu'on picore énormément dans différentes saisons et tout ça, je trouve que d'abord, il y a une vraie volonté de fanservice, mais c'est pas innocent. Je pense que c'est la volonté des scénaristes d'être extrêmement malins. Et je pense qu'ils nous donnent plein d'indices pour qu'on aille chercher à travers les différentes saisons. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder plein de saisons dans le désordre, plein d'épisodes. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur un épisode, je trouve qu'il y a parfois des références Star Trek Picard. Et voilà, donc je pense qu'en fait, ça nous invite à revoir beaucoup d'épisodes pour pouvoir se projeter et faire une théorie. Alors, il se trouve que hier soir, j'ai revu un des premiers épisodes avec la fille de Tasha Yar, c'est là. Et en fait, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Alors, je sais que dans les bouquins, elle est, je crois qu'il y en a dans un des comics ou dans des bouquins, elle est morte. Ou après, ils l'ont fait revenir dans beaucoup de jeux vidéo, dans pas mal de supports de comics, de bouquins. Donc, je me dis, pourquoi pas, après tout, un épisode où Cella reviendrait. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, je voulais le garder pour le podcast de la semaine prochaine. Mais j'avais aussi la même théorie par rapport à Cella qu'on a vu la dernière fois dans le double épisode d'unification. Et c'est vrai que ce personnage n'a pas d'arc narratif complet qui se termine, quoi, qui a un point culminant. Et donc, effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'elle revienne et que ce soit elle qui soit derrière tout ça, tout à fait. Du coup, on n'a pas parlé du moment où Picard va vouloir partir à l'aventure et du coup trouver un vaisseau. On nous mentionne du coup les noms de Riker, de Worf ou de Geordi. Donc on sait que Geordi est vivant du coup via cette scène. Il n'est pas mort. Sauf que Picard ne veut pas les appeler parce que il sait qu'ils viendront, il répondrait direct à l'appel, quel que soit le risque, et il veut pas les mettre en danger. Et il se mettrait en danger. Du coup, il décide de chercher quelqu'un qu'il déteste. Et du coup, on a l'introduction du personnage de Michel Hurd dans cet épisode, que nous, on a découvert dans le comic book, puisque c'était son numéro 1 dans le comic book. Exact. Avant qu'il quitte Starfleet, du coup. Toute fin d'épisode, je
Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. On nous présente. Alors en fait, je suis un peu perturbé par le côté assez classique de la relation de le personnage qui peut plus voir l'autre personnage, mais ils vont réussir à travailler ensemble. Et c'est un procédé scénaristique qui me saoule un peu parce que on pourrait avoir. Ça nous ferait gagner du temps, ouais. Ouais, ça nous gagnerait du temps et il n'y a pas besoin d'avoir de la friction partout en fait. Mais voilà, c'est peut-être mon seul point noir en fait. S'ils ne peuvent pas se saquer, c'est justement pour justifier qu'ils l'appellent pas Riker, Worf ou Laforge par exemple. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai trouvé l'argument par contre pas mauvais, c'est-à-dire qu'on pouvait légitimement se poser la question pourquoi il va pas voir Riker, Worf et Geordi. En effet, Picard sait qu'ils sont tellement fidèles qu'ils seraient prêts à sacrifier leur carrière, puisqu'apparemment ils ont toujours une carrière ou leur vie, et le passé le prouve, puisque déjà dans Insurrection, ils avaient accepté de suivre Lock and Load, comme disait Data, ils avaient accepté de le suivre, donc j'ai trouvé l'argument passable. Après pour le personnage, en fait on le voit quasiment pas, le personnage de comment elle s'appelle, Raffi. Donc je pense qu'on la découvrira plus dans le prochain épisode. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu déçu, c'est que quand ils citent justement les persos qu'ils pourraient aller voir, ils auraient pu citer Miles et ils auraient pu citer Janeway, parce qu'on sait que Janeway il la connaît de Nemesis, enfin ils se parlent quoi. Et Miles a commencé dans Next Generation, Miles O'Brien, et j'aurais trouvé intéressant de le réintroduire dans ce groupe en fait. Ouais, mais ils étaient pas si proches que ça quand même. Ouais, mais après. Il était pas aussi proche que le corps crew de l'Enterprise. Donc, par contre, ça interroge une fois de plus sur du coup comment ils vont intégrer Riker, parce que ils viennent dire j'ai pas envie de leur parler parce que j'ai pas envie qu'ils sacrifient leur vie. Mais par contre, il va aller voir Riker et Troy, donc on peut se poser la question de pourquoi. Quoi. Et je pense il va les voir après la bataille en fait. Peut-être. Ouais. Une fois, là, il va faire son truc, hop, il va revenir, il va penser c'est bon, c'est réglé, alors que ça le sera pas. Ouais, fin de saison, je vois plus un truc comme ça. Moi, je pense qu'il va aller les voir parce qu'il va avoir besoin d'un vaisseau pour partir dans l'espace, non ? Enfin, à ce stade, ça semblerait logique, quoi. Je sais pas parce que forcément, moi, des images promo, on le voit aux côtés de Riker presque, enfin dans des images qui ressemblent à cet endroit-là, avec la sœur de Dage. Du coup, ça suggérerait qu'il est déjà parti de la planète. Il a déjà récupéré la sœur de Dage. Il a déjà fait un aller-retour et a priori sa mission s'est bien passée. Il se pense à l'abri et peut-être il ne le sera pas. Les images promo, c'est trop peur des fois. Ouais, on verra bien. Donc du coup, on va garder quelques munitions pour les podcasts à venir. Je vous propose de conclure. Donc je vous dis, là cette fois-ci, la musique de fin s'appelle All About That Borg par Randy Turnbow. C'est assez drôle, c'est aussi une parodie, bien sûr. Donc je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, longue vie et prospérité. Salut. Ciao tout le monde. Because you know the Borg is in our space, We're in trouble. The Borg is in our space, Bad trouble. The Borg is in our space, Big trouble. The Borg is in our space, Space. Yes, I'm the captain here. They call me Jean-Luc. And I can't shake this cube like we usually do. I've got that Borg giving me chase. But we've come through some pretty tight places. I see my ship's crew, they're working it non-stop. They know the ship can kill Worf, make it rock. Let's kick some Borg booty, let's light them up. Or they'll assimilate us from the bottom to the top. Program complete.